Bonjour à tous. Donc moi, je suis interne, donc je suis à Rouen d'Alcaoji, je suis interne de deuxième semestre d'anesthésie et réanimation militaire. Et je remercie le docteur Philippe Letzeler qui m'a aidé pour rédiger ce topo. Et je vais vous parler du coup de l'arrêt cardio-respiratoire sur embolie pulmonaire grave en post-opératoire d'une chirurgie à haut risque hémorragique. Et donc c'était vraiment pas le moment pour le coup. Donc, pour reprendre un cas clinique, le contexte, c'est un patient, monsieur G, patient de 72 ans, principal antécédent, donc HTA et un VHB chronique, donc on ne va pas trop s'intéresser. Il fait il y a à peu près un an un AVP à vélo contre une voiture, et il est polytraumatisé, il arrive à Percy, il présente plusieurs traumatismes, notamment thoraciques, un traumatisme du bassin et un traumatisme du rachis, que je ne détaillerai pas, mais une présentation avec un choc hémorragique initialement, une transfusion massive, avec un séjour en réa d'environ 2 mois qui se complique d'une thrombopénie induite par l'héparine de type 2, avec également une embolie pulmonaire bilatérale sur une thrombose veineuse profonde, une insuffisance rénale aiguë CADIGO 3, pour lequel on sursoit de peu à la dialyse, et également un choc septique avec plusieurs bactériémies, dont même certaines fongémines, donc un patient qui a passé plus de 2 mois en réanimation, qui s'en est sorti, qui est parti ensuite en orthopédie puis en SSR, et qui 1 an plus tard revient parce qu'en fait il prend une pseudarthrose sacrée, il commence à boiter. Et en fait, à l'examen clinique, il y a une mobilité de l'hémibassin droit, et sur les imageries, les orthopédistes retiennent une indication pour refixer à nouveau ce bassin. Donc le 27 juin, il rentre au bloc opératoire pour une ostéosynthèse par plaque au niveau postérieur de son bassin, qui se déroule très bien sur l'anesthésie générale. Il est ensuite hospitalisé en orthopédie dans les suites. Et le 28 juin, il a un gonflement de sa jambe en regard de la cuisse droite, et il bénéficie du coup d'un écho-doppler. Et à l'écho-doppler, on a une compression de la veine iliaque externe droite par un lipome, qui est lui-même comprimé par l'ostéosynthèse. Pas par contre aucune thrombose veineuse profonde identifiée sur l'écho-doppler. Les orthopédistes en discutant avec les vasculaires et avec les anesthésistes retiennent une indication d'exérèse de ce lipome, raison pour laquelle 2 jours plus tard, il se présente à nouveau au bloc opératoire pour l'exérèse de ce lipome. L'exérèse se déroule très bien. Au niveau du temps opératoire, on n'a pas de souci ni au niveau orthopédique ni au niveau anesthésique. Et en sortie de salle d'opération, en SSPI, il présente trouble du rythme type de fibrillation atriale qui est bien toléré initialement, pour laquelle on fait un remplissage dans une suspicion d'hypovolémie, puis on tente une cardioversion médicamenteuse chez un patient qui commence à être légèrement hypotendu. Et en fait, il se passe quelques minutes, et puis le patient n'a plus de pouls, et il se met en arrêt cardio-respiratoire avec un rythme type de dissociation électromécanique. Donc débute une réanimation cardio-pulmonaire, 0 minutes de no-flow, un low-flow d'environ 10 minutes, 3 mg d'adrénaline au total, et un passage en FV pour lequel il bénéficie d'un choc électrique externe. Finalement, au bout de ça, on récupère un pouls, et je vous ai juste mis ici ce qu'on a appliqué. Donc on a appliqué les guidelines européennes de recommandation en cas d'arrêt cardiaque, avec notamment un point qui est important en bas, qui dit identifier et traiter les causes réversibles et d'envisager l'échographie pour identifier les causes réversibles. C'est exactement ce qu'on a fait. On a pris l'échographe qu'on avait en salle de réveil et on a appliqué ce que recommandaient également les recommandations européennes. Bon, opérateur qualifié, c'était moi, je vous avoue que deuxième semestre, donc c'est pas si qualifié que ça, mais ça l'a fait. Pas interruption des compressions, on l'a fait en même temps que les compressions. Elle nous dit également qu'on peut diagnostiquer des causes traitables type pneumothorax et tamponade, mais par contre qu'une dilatation du VD isolé ne constitue pas un diagnostic à elle seule d'une embolie pulmonaire. Moi j'avais trouvé un truc qui ressemblait à ça à peu près. Je n'ai pas eu le temps de prendre les images, de prendre les véritables photos, parce que j'étais un petit peu plus occupé que ça, mais du coup on avait une image pareil avec sur cette coupe 4 cavités, donc une dilatation du ventricule droit, avec un rapport VD sur VG qui était largement supérieur à 0,6 et qui là même se rapprochait de 1, qui constitue un critère de gravité pour l'embolie pulmonaire. Et on avait également ce signe-là, le signe de McConnell, où on peut voir une hypokinésie de la paroi latérale du VD et une hyperkinésie de la paroi apicale du VD, qui a un très bon score, enfin en tout cas qui est très spécifique d'une embolie pulmonaire, d'une dysfonction du ventricule droit, mais peu sensible. On a eu la chance de pouvoir le voir pour de vrai. Petit bug. Et là, donc, c'est une coupe petit axe. Enfin, c'est un petit axe où en fait, je ne sais pas si on peut l'avoir mieux que ça. Non. Comme ça. Ça ne marchera pas mieux. En fait, c'est ce qu'on appelle le D-sign. C'est-à-dire que à la place de sur la coupe petit axe, vous avez donc le VG en bas, le VD
en haut à gauche, et normalement le VG a une forme, on va passer parce que ça fait mal aux yeux, il a une forme plutôt de O, et quand il est comprimé par le ED, il passe d'une forme de O à une forme de D. Donc c'est le D-sign, c'est vraiment la dilatation du cœur droit qui pousse contre le cœur gauche, et en même temps c'est trois signes qui sont super faciles, qui sont facilement réalisables dans le contexte d'arrêt cardio-respiratoire et qui peuvent nous orienter vers un diagnostic. Donc ces signes-là, ce sont des signes directs, indirects. Principalement, les signes directs, c'est la violation directement d'un thrombus, soit dans les cavités droites, soit dans l'artère pulmonaire. Et les signes indirects, c'est essentiellement ce qu'on a pu voir. C'est une dilatation du VD, une hypokinésie avec le signe de McConnell, comme on a vu au niveau du VD, un septum paradoxal, et après on peut rechercher d'autres indices, comme une augmentation, une dépression de l'artère pulmonaire avec une HTAP, une insuffisance tricuspidienne, ou encore un baisse du collapsus inspiratoire de la veine cave inférieure. Il y a même des études qui montrent qu'on peut retrouver des signes d'infarctus pulmonaire précocement à l'échographie pleurale en trouvant une condensation périphérique à base pleurale. Je pense qu'essentiellement, il faut retenir que les signes directs et indirects, le troisième est un peu plus compliqué à réaliser. Donc nous, on a suspecté une embolie pulmonaire. D'une part parce qu'on avait un risque de dissociation électromécanique au scope, d'autre part parce qu'on avait aussi un ETCO2, je ne l'ai pas signalé initialement, mais qui était bas, malgré des compressions de bonne qualité. Et du coup, dans ce cas de figure, il y a trois choses qui sont proposées. C'est que si le P est suspecté, il faut envisager la thrombolyse, puis une animation cardio-pulmonaire longue, entre 60 et 90 minutes. Si le P est connu, c'est-à-dire qu'on a pu réaliser un scanner ou identifier un thrombus et qu'on est véritablement sûr de ça, on fait la thrombolyse ou on peut aller vers une thrombectomie en fonction de la stabilité du patient. Et si on a un échec de cette réanimation, on peut envisager l'ECMO comme thérapie de sauvetage. Et donc on va pouvoir étudier ensemble, là, pendant quelques minutes, ce qu'on a fait et ce qu'on aurait pu ou dû faire. Pourquoi je réinsiste dessus, c'est que l'échographie transthoracique, à notre sens, elle a été pour nous fondamentale. Et on se retrouve dans un contexte où on suspecte une EP avec une instabilité hémodynamique. Donc la première chose à faire, c'est donc la réanimation et mettre en place une échographie. Si on identifie une dysfonction du VD et que le patient est stable, on est dans le côté tout à droite, on fait un angioscan pulmonaire et s'il est positif, on traitera comme une EP à risque élevé. Si le scan est négatif, ben on recherchera les autres causes. Par contre, si le patient est instable, c'est là qu'on va carrément jeter dans le traitement d'EP à risque élevé sans avoir la certitude diagnostique. Si on n'a pas de dysfonction du VD à l'EDT, il faut envisager l'autre cause, et notamment la cardio-respiratoire en post-opératoire pour envisager bien sûr l'anaphylaxie, le choc hémorragique sur des chirurgies à risque hémorragique comme on avait, et puis après toutes les autres causes, mais en tout cas, essentiellement, c'est les deux principales. Juste pour faire un petit point de physiopathologie, pourquoi chez lui on a suspecté l'embolie pulmonaire? Parce que c'est un patient qui avait fait, donc je vous rappelle, une TIH avec une EP et des thromboses quand il était hospitalisé il y a 1 an en réanimation. Et là, il avait 3 facteurs qui font partie de la triade de Virchow pour faire une thrombose, notamment une inflammation de l'intima de la paroi veineuse, avec un véritable lipome qui comprimait la paroi de la veine, une stase sanguine à cause de cette compression, et une hypercoagulabilité, parce que ce patient qui avait des TIH et probablement un terrain d'hypercoagulabilité. Donc au final, cette thrombose, elle migre au niveau des artères pulmonaires, et elle entraîne une embolie pulmonaire. Et la principale cause de défaillance hémodynamique, elle est due à l'augmentation des résistances vasculaires pulmonaires, à la fois par l'oblitération mécanique par le caillot, et ensuite par la vasoconstriction humorale, médiée par le caillot, par les substances vasoconstrictrices qui vont être sécrétées, une sorte d'inflammation qui va conduire à l'augmentation des résistances vasculaires pulmonaires. Initialement, elle est bien tolérée par le ventricule droit, qui en fait, de manière physiologique, va se dilater. C'est une réponse physiologique. Il se dilate, malheureusement, en fait, ce qui se passe, c'est qu'au bout d'un certain nombre, d'une élévation des résistances de manière trop importante, il se dilate tellement, comme on voit sur la courbe de droite, au milieu, le volume du VD devient tellement grand qu'il prend carrément sur le volume du VG. Donc le volume du VG diminue, et ce qui se passe, c'est que du coup, comme il diminue, il se remplit moins bien, et donc son volume d'éjection systolique diminue à son tour, le débit cardiaque diminue, la pression artérielle diminue, et comme la pression artérielle permet de perfuser le cœur, et que le VD souffre déjà en partie d'une augmentation de la consommation d'oxygène à cause de cette dilatation, la perfusion diminue, le VD se met à nouveau en ischémie, diminue en contractilité, donc c'est un cercle vicieux véritable où on n'arrive pas du tout à... Enfin, en tout cas, on a un vrai retentissement sur la perfusion, avec une vraie baisse du débit cardiaque, une vraie hypotension. Vous avez compris ce point-là?
Du coup, ce qui est important, c'est de caractériser, donc, pour le traitement de l'EP, c'est de caractériser dans quel type d'embolie pulmonaire on se trouve. Et donc, ce qui est assez vague en fait dans la recommandation, c'est que l'embolie pulmonaire à risque élevé, elle prend à la fois les patients en arrêt, à la fois les patients en choc obstructif gémissal, mais ça peut être un choc cardiogénique, et à la fois les patients avec une hypotension persistante de plus de 15 minutes. Dans tous les cas, c'est 3 types de patients qui peuvent être différents, qui peuvent s'enchaîner. Ce qui est important de mettre en place, c'est le traitement de l'embolie pulmonaire à risque élevé. Ce traitement-là, il est parfaitement détaillé dans les recommandations. C'est la mise en place d'un traitement de reperfusion qu'on ne mettra pas en place pour les autres types d'embolie pulmonaire, en tout cas initialement. C'est un support hémodynamique et respiratoire pour contrecarrer la dysfonction du VD, et c'est la mise en place d'une anticoagulation initiale avant même d'avoir le diagnostic de certitude. Pour l'anticoagulation initiale, ce qui est recommandé et ce qu'on a fait, c'est l'anticoagulation par HNF intraveineuse. Donc un carbolus initial de 58 par kilo en IVD, et ensuite 28 kg/h en IVSE. On regarde le TCR environ à 3 heures après, et on obtient entre 4 et 6 heures par mois, on obtient un TCR entre 1,5 et 3. Attention au risque de TIH, donc AJ10, qui arrive surtout à AJ10, qui se manifeste par les thrombopénies et les thromboses. Et on peut rechercher les anticorps anti-CF4 qui sont principal diagnostic à réaliser. Donc voilà, c'est l'héparine qu'il faut utiliser. Et surtout parce qu'elle est très maniable, et qu'elle a une temps de vie court, donc c'est facilement réversible, on peut aller facilement au bloc, et elle a aussi un antidote, sulfate de protéine. Ensuite, thérapie de reperfusion. On va parler de la thrombolyse parce que nous, c'est ce qu'on a réalisé chez notre patient. La thrombolyse, elle est recommandée chez tous les patients à haut risque, chez qui on a une embolie pulmonaire à haut risque. 3 molécules qu'on utilise en France. On va parler de l'altéplase anciennement parce que c'est celle qu'on avait chez nous et qui est la plus facile en tout cas à retenir. 100 mg sur 2 heures avec un régime accéléré possible de 0,15 mg, 0,6 mg kg sur 15 minutes. C'est facilement réalisable, c'est ce qu'on a. Ça repose essentiellement sur un certain nombre d'études. En fait, les études qui étudient la thrombolyse dans les EP à haut risque, elles sont assez anciennes, elles sont encadrées en haut. Et celle qui a fait vraiment tout basculer, c'est l'étude de Gerges Sanchez en 1995, où en fait c'était sur 8 patients. 8 patients avec des EP à haut risque. Et en fait, les 4 qui avaient une embolie, qui étaient traités par thrombolyse, ils sont vivants. Les 4 qui n'étaient pas traités par thrombolyse, ils sont tous décédés. On a arrêté l'étude et on a dit ok, les EP à haut risque, il faut les thromboliser. Et c'est sur essentiellement cette étude-là que repose l'utilisation de la thrombolyse, puisqu'on voit que les autres études, elles ne sont pas significatives. Et d'ailleurs, en fait, si on prend que l'étude à haut risque, on n'est même pas significatif. Par contre, si on prend toutes les études sur l'embolie pulmonaire et la thrombolyse, c'est significatif. Et si on supprime l'étude à haut risque, c'est plus significatif. Donc, au final, on l'utilise, c'est une recommandation de grade 1, ça reste utilisé. Par contre, c'est au prix d'un haut risque hémorragique, puisque là, on a presque 3 fois plus de saignements chez les gens qui sont thrombolisés contre les gens qui sont sous héparine seule. Donc voilà, c'est quelque chose à prendre en compte. Et en fait, pourquoi ça à prendre en compte? Parce que nous, notre patient, si je vous rappelle, 3 jours plus tôt, il a été opéré du bassin, qui est quand même une chirurgie à haut risque hémorragique. Et parmi les contre-indications majeures que j'ai mis en rouge, c'est celle que présentait le patient, il y avait chirurgie dans les 3 semaines précédentes. Ou risque hémorragique documenté, et même dans les relatifs, vous avez même manœuvre de ressuscitation. Donc, on était un peu embêtés quand même. On a appelé les orthopédistes, et les orthopédistes nous ont dit écoutez, on est quand même plutôt satisfait de notre ostéosynthèse, vous pouvez y aller. On n'a pas réfléchi 10 minutes, on a thrombolisé. Parce qu'on a suspecté fortement l'embolie pulmonaire sur la compression, sur le VD dilaté et sur les antécédents du patient. Et en plus, le patient a fait un choc hémorragique juste après la thrombolyse. On a pu transfuser et on est allé en radio-embolisation pour emboliser, en radio-interventionnelle, pour emboliser ce mange de la taille incarnate qui a permis de tarir le saignement. Patient qui, à l'heure d'aujourd'hui, va très bien et s'en est sorti en fait le soir même, extubé et transféré dans son service. Enfin, il est resté chez nous en réa. Et pourquoi je vous parle de ça? C'est parce que je me suis dit que dans un autre centre que le nôtre, dont on bénéficiait de thérapeutiques autres, comme par exemple la thrombectomie, et je pense qu'on n'aurait pas exactement fait la même chose. Puisque les recommandations disent que chez les patients qui ont des contre-indications à la thrombolyse, donc par exemple une chirurgie récente et une chirurgie à risque hémorragique, on peut aller vers la thrombectomie chirurgicale, et qu'on pourrait même aller vers la thrombectomie percutanée en recommandation de
Thrombectomie chirurgicale, elle s'est développée il y a un certain nombre d'années maintenant, et là c'est une cohorte rétrospective qui prend des patients aux États-Unis entre 1999 et 2013 et qui montre que l'embolectomie chirurgicale fait à peu près aussi bien que la thrombolyse en termes de mortalité. Là, c'est juste une vidéo pour vous montrer à quoi ça ressemble. Ça va arriver. Ce qu'il faut savoir sur la thrombectomie chirurgicale, c'est que du coup, ça se réalise quand même sous circulation extracorporelle, que c'est à haut risque de morbidité et de mortalité. Mortalité qui vont de 4 à 30%, avec une mortalité à 3 mois qui est environ 20%. Donc c'est quand même une chirurgie qui est compliquée. L'aorte n'est pas clampée normalement, mais là, dans certains contextes, c'est réalisé. Et puis, il y a aussi un point qui est important, c'est qu'elle est souvent réalisée chez les gens qui ont un foramen ovalé. Mais on verra que petit à petit, la radiologie internationale va prendre le relais. Là, c'est l'artère pulmonaire qui est incisée et on retire les thrombus, vraiment, on retire de manière chirurgicale, quoi. Un truc qui s'est développé du coup il y a quelques années, c'est la thrombectomie percutanée. Et comme on voit en haut à gauche sur une angiographie pulmonaire, première image tout en haut à gauche, on voit que le lobe inférieur droit, il est pratiquement plus perfusé. Lobe inférieur, et puisqu'il y a un véritable thrombus qui bloque la branche inférieure. Et si vous regardez à gauche, il y a aussi un thrombus, mais il n'est pas occlusif complètement, et du coup vous avez quand même une bonne vascularisation. Donc là, quand on regarde en haut à droite, on a le cathéter qui est monté par la veine fémorale qui arrive au niveau du lobe inférieur droit, pour lequel on va thromboaspirer un certain nombre de thrombus, et ensuite on va reperfuser, en fait ça se reperfuse super bien. Ça c'est la thrombectomie percutanée, c'est réalisé en radiologie interventionnelle. Il y a beaucoup de centres qui le font aussi sur circulation extracorporelle, donc bon, ça semble, c'est quand même quelque chose de très spécifique, mais il faut y penser aujourd'hui. Si on regarde les HDR en les comparant à la thrombectomie chirurgicale, on a l'impression que les patients qui vont en embolectomie chirurgicale, c'est les patients plus graves, puisqu'on a 24% de graves dans cette étude, qui sont plus souvent en arrêt cardiaque que les patients qui sont envoyés vers la thrombectomie percute, et qui ont une dysfonction VD, donc qui sont aussi plus graves, plus souvent, avec 80% pratiquement de dysfonction VD. Si on regarde la mortalité, par contre, on est à peu près comparable et on a un peu plus de ventilation prolongée chez les gens qui étaient sous thrombectomie chirurgicale. Et du coup, une dernière thérapeutique qu'il faut envisager, c'est l'ECMO. Quand est-ce qu'on utilise l'ECMO? L'ECMO, elle doit être considérée toujours en combinaison, on verra, avec une technique d'embolectomie chez les patients qui sont soit en choc réfractaire, soit en arrêt cardiaque réfractaire. L'ECMO, elle a été réalisée environ, quand on regarde cette étude qui regroupe environ 50 patients qui étaient sous ECMO, on voit que la plupart d'entre eux étaient en arrêt cardiaque, un quart d'entre eux étaient en choc cardiogénique, et environ 38% avaient une thrombolyse, 34% une thrombectomie, et 8% étaient restés sous ECMO seul. Donc il y a quand même très peu de patients qui ont l'ECMO en thérapeutique unique, et on verra qu'en fait, l'ECMO, ses meilleurs résultats, c'est associé à la thrombectomie. Là, vous avez, pareil, c'est les mêmes patients qui sont tous sous ECMO. Ceux qui sont sous ECMO plus thrombolyse et ceux qui sont sous ECMO seul, ils ont 77% de mortalité à 30 jours. Et en fait, ceux qui sont sous ECMO au milieu plus thrombectomie, on voit qu'ils ont une mortalité qui chute à 30%. Mortalité qui reste significative à 90 jours, et avec une durée, par contre pas de modification des saignements majeurs, et un sevrage de l'ECMO plus long puisqu'ils sont vivants plus longtemps, une durée de séjour plus longue parce qu'ils sont vivants plus longtemps aussi. Mais on a l'impression que l'ECMO fonctionne, mais principalement il est presque tout le temps combiné à une technique d'embolectomie. Là, c'est toujours c'est une autre étude, une méta-analyse qui regroupe toutes les études qui ont été faites chez des patients sous ECMO et qui regarde pareil, qui retrouve la même chose en haut, comme on voit tout en haut en orange. La thrombectomie mécanique fonctionne mieux que la thrombolyse chez les patients sous ECMO. Elle réduit la mortalité. Et également, elle diminue le saignement. En tout cas, thrombectomie mécanique vs thrombolyse, quand on regarde en bas, pour la première, en orange pareil en bas, on a aussi un meilleur bénéfice-risque en termes de saignement. Du coup, finalement, notre patient, après toute la réanimation, la mise en place de la thrombolyse, on a quand même on a récupéré un pouls, on a eu une baisse de la dilatation du VD, on a pu aller au scanner, et là on a pu retrouver une embolie pulmonaire bilatérale proximale avec une thrombus dans les deux artères pulmonaires. Une dilatation du VD majeur avec un rapport ici qui était même supérieur à 1, un rapport VD sur VG avec des comparements d'égalité grande qui étaient très dilatés. Et on avait, ici c'est un peu artefacté par la plaque d'ostéosynthèse, mais si vous regardez
à ce niveau-là. Là, il y a un saignement actif en regard du site opératoire. C'est ici qu'on est allé radio-emboliser juste après la thrombolyse. Du coup, moi, ce que je vous propose, je vais peut-être aller un petit peu vite, mais je vous propose un algorithme pour la prise en charge de l'EP grave en post-opératoire d'une chirurgie. Donc, l'arrêt cardio-respiratoire post-opératoire, il faut avant tout rechercher les causes d'ACR en général, donc l'anaphylaxie, le choc hémorragique, le choc septique, c'est possible aussi. On réalise la réanimation cardio-pulmonaire qui peut durer jusqu'à 90 minutes dans une suspicion d'embolie pulmonaire et on réalise une échographie transthoracique au chevet du patient. Si on suspecte une embolie pulmonaire à la fois sur le contexte du patient, sur le TCO de base, sur le rythme en dissociation électromécanique, on met en place une anticoagulation curative immédiate par héparine VSE. Et ensuite, on vérifie si on a des contre-indications absolues à la thrombolyse. Les principales contre-indications qu'il faut vraiment avoir en tête, c'est les AVC récents, notamment les AVC hémorragiques, et même les AVC ischémiques très récentes, les traumatismes crâniens, et les chirurgies à haut risque hémorragique, notamment les chirurgies, la neurochirurgie, les chirurgies qui sont au risque de saignement. On n'a pas de contre-indication à la thrombolyse, on y va en thrombolyse, on utilise l'altéplase 100 mg en 2 heures, c'est le plus facile à retenir. Si on a une contre-indication absolue à la thrombolyse, on appelle un centre de référence. On commence à appeler un centre de référence. Pourquoi on appelle un centre de référence? Parce qu'il faut peut-être probablement envisager une ECMO véno-artérielle en attente et mettre une thérapeutique du coup, mettre l'ECMO en attente d'une thérapie de perfusion, notamment chez les ACR qui persistent et chez les chocs qui ne répondent pas au remplissage et qui ne répondent pas à la thrombolyse, qui ne répondent pas au traitement symptomatique. Et ensuite, une fois qu'on a mis en place l'ECMO, il ne faut pas laisser les patients sous ECMO seuls, il faut envisager une thrombectomie chirurgicale ou percutanée, et ça, c'est fait selon la disponibilité locale des centres et l'expertise locale. Il n'y a pas de recommandation actuellement qui permet de recommander l'une autre. Et moi, j'aurais fait la capacité de vous donner la réponse. Si par contre on est dans le cas de la thrombolyse qui ne s'améliore pas, il faut ACR non récupéré, choc cardiogénique, il faut pareil appeler un centre de référence pour envisager une ECMO ou une thrombectomie. Et dans tous les cas, les deux points principaux, c'est constituer du coup une équipe ou un protocole de prise en charge de l'EP grave en local, et s'il y a la moindre difficulté, appeler les centres de référence qui sont là pour ça. Je me suis appuyé sur pas mal de travaux qui ont été faits par l'hôpital Georges Pompidou qui ont SES-EP grave mis en place depuis quelques années, qui fonctionnent bien. Et je vous remercie pour votre attention, et puis une image de la ligne du Pilat, je vous recommande d'y aller. Voilà.